bonsoir et bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir est un centriste en chef qui murmure incessamment à l'oreille d'Emmanuel Macron depuis qu'il a fait alliance avec lui en 2017. Je parlais du maire de Pau et président du MoDem, François Bayrou. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos décrypteurs, l'écrivain Abnou Chalmani et le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche, David Revaud-Dallon. Avec eux, on va s'intéresser à cet entre-deux-tours sous l'angle des renoncements de chacun des deux finalistes. Un duel qui n'est pas projet contre projet, mais rejet contre rejet. Ce sera ensuite l'heure de la carte blanche de l'écrivain Jean-Paul Enthoven, qui va nous proposer de jouer au jeu préféré de Feu Jean d'Ormesson, le jeu de la vie en plus. Et on terminera avec les pépites dénichées ce soir par Christophe Barbier. C'est parti. François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, il y a une dizaine de jours, sur ce plateau même, une de nos décrypteuses, Tristan Banon, vous rendez cet hommage. Je voudrais qu'on le regarde ensemble. Je trouve que le parcours de cet homme est en tout point exemplaire. C'est un homme politique qui a été le troisième homme, il ne faut pas l'oublier, qui derrière a voulu refondre son parti, qui était plutôt un parti centre-droite et qui est devenu un parti centre-centre, et qui a laissé ses ambitions personnelles, ses ambitions de chef d'État de côté pour peut-être se rendre indispensable par ailleurs. Est-ce que c'est satisfaisant, cher François Bayrou, de s'être rendu indispensable ? Franchement, si vous considérez le sens d'un engagement, il n'y a aucun doute pour moi que la réponse est oui, c'est pas d'être indispensable. On n'est jamais indispensable. Comme on dit, les cimetières sont remplis. Alors d'être utile, et non. Notamment ton président de la République. De faire se réaliser quelque chose qui était une recherche, peut-être un rêve, dont personne ne croyait qu'il était possible. Nous étions une petite poignée. Vous, les centristes ? Oui, nous étions une petite poignée. L'UDF, le MoDem ? Oui, et qui m'a suivi et qui a cru avec moi à cette utopie pour eux. Mais qui était en réalité un diagnostic absolument juste. Nous avions vu très tôt que les deux tours jumelles autour desquelles s'organisait la vie politique française, le PS d'un côté et LR de l'autre, que ces deux tours jumelles étaient vidées de l'intérieur. Et qu'elles allaient s'effondrer. J'avais vu ça, comme vous savez, très tôt. On en a parlé souvent dans ces époques-là. C'était pour moi une certitude. Parce que quand vous n'avez plus rien à croire, comme parti politique, vous ne pouvez pas exister. Un parti politique, c'est un ensemble, une organisation, une amitié, ça compte énormément, qui croit quelque chose en commun. Et le jour où les deux mastodontes, qui avaient tous les deux des talons d'Achille, le jour où ces deux mastodontes ont cessé de croire, et de croire ensemble, je savais que leur destin était scellé. Et comment vous avez su que ça allait se cristalliser sur la personne d'Emmanuel Macron ? C'était simple. Au début, Emmanuel Macron, quand il est arrivé, j'ai vu ça d'un œil un peu suspicieux. Parce que on avait construit une aventure politique. Je dis souvent, on avait planté la vigne, préparé le sol, défriché, taillé la vigne, laissé grandir la vigne. Et puis voilà que quelqu'un que vous ne connaissez pas, jeune aventurier, semblait-il, arrive et va vendanger votre vigne. Mais je me suis dit, et pour des raisons qui étaient extrêmement précises, et que je vais vous rappeler dans une phrase, je me suis dit que c'était pas le plus important, le fait de se retrouver à devoir tendre la main et au fond que cette aventure soit portée achevée, par quelqu'un d'autre. Portée à son terme par quelqu'un d'autre. Pour une raison précise, comme vous vous souvenez, j'avais été assez près du deuxième tour en 2007, très près même, comme Tristan Banon le rappelait. Et simplement, on a failli gagner parce que Michel Rocard a failli basculer et nous rejoindre. Et puis il ne l'a pas fait.
Et donc vous l'avez fait pour être le Michel Rocard qui vous a manqué? Non, je l'ai fait pour être cohérent avec ma vie. Parce que quand on donne sa vie à quelque chose, on doit considérer que l'idéal pour lequel on se bat est plus important que l'avantage personnel ou que la satisfaction personnelle ou que, enfin, quoi que ce soit de personnel. Et comment vous avez fait pour qu'Emmanuel Macron, au fond, ait de la reconnaissance pour vous pendant des années? Parce qu'en fait, vous êtes aujourd'hui encore un de ceux qui arrivaient à lui parler. Je ne suis pas sûr qu'on soit limité à la reconnaissance. Non, mais la reconnaissance, ça peut être de l'amitié, de l'affection, ça peut être tout ce que vous voulez. Je vais vous dire un secret. Très souvent, dans la relation que nous avons avec le président de la République, il y a une phrase qui revient parce qu'il me dit merci d'avoir fait ceci ou cela, et je lui dis il n'y a pas de merci entre nous. Parce que ça n'est pas un service de François Bayrou à Emmanuel Macron. Ça n'a rien de tout ça. C'est quoi? C'est une aventure partagée. C'est un combat partagé. Très souvent, on me dit mais quelle est votre relation avec lui? Est-ce que c'est paternel? Alors, je ris parce que, et vous allez sourire aussi, pendant très longtemps, on m'a dit avec Giscard, vous avez une relation filiale. J'ai dit, j'ai pas besoin de relation filiale avec le président Giscard d'Estaing parce que j'avais un père formidable qui est parti, hélas très tôt. Et quand on me dit, est-ce que c'est paternel avec lui? Je dis non parce que j'ai des fils formidables et j'ai pas besoin de substitut. Mais c'est une amitié de combattants qui savent ce qu'il faut traverser pour exercer ses responsabilités, qui sont capables de décrypter les enjeux et de traduire pour leurs concitoyens quelque chose qui ressemble à une espérance. C'est exactement ça le sujet. Quel conseil vous lui avez donné pour le débat de demain soir? Je n'ai aucune mémoire quand il s'agit de nos conversations. Vous savez, c'est une amnésie bizarre, mais quand il s'agit de mes conversations avec lui, aucune mémoire. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que le sujet de Marine Le Pen, c'est la crédibilité et son sujet à lui, c'est l'arrogance? C'est ça qu'on entend partout depuis. Alors je sais bien que ça se dit tout le temps, ou souvent. Partout. Mais un peu moins ces jours-ci, parce qu'il est allé au contact direct et se faire engueuler par des gens. Moi, je ne l'ai jamais... Je vais vous dire... Et si ce n'était pas vrai, je vous dirais le contraire. Je ne l'ai jamais vu arrogant, spécialement pas avec les gens du bas de la pyramide. Ceux qui ont le pied dans le réel. Ceux qui travaillent, ceux qui sont... Vous ne l'avez jamais vu arrogant, même quand on lui fait ce reproche-là, vous trouvez qu'il ne l'est pas? Ce reproche vous paraît infondé? Oui. Vous l'aimez vraiment beaucoup? C'est un maillage personnel. C'est pas en termes d'affection. Ça peut être aussi. J'ai de l'affection pour lui, mais il n'est pas vrai que moi, en tout cas, et qui suis assez sensible à ça, parce que vous savez les milieux d'où je viens et que je représente. Et c'est pas les milieux privilégiés. Assez loin d'être les milieux privilégiés. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai passé des heures et des heures dans des endroits absolument improbables, sans aucune caméra de télévision, où je me souviens de soirées à la Belle Étoile en été avec des bergers, des maires de toutes petites communes, et c'était tellement naturel et tellement fluide. Alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'il montre demain ? Il faut qu'il montre le caractère crucial du choix entre les deux projets, entre les deux personnalités. Le caractère, excusez-moi, vital du choix que la France doit faire. Et ce choix-là, il est probablement le plus brûlant que jamais un deuxième tour d'élection présidentielle n'ait offert. Pourquoi vous dites plus que jamais? Parce que je voudrais juste faire une comparaison avec 2002. Et elle n'est pas terrible, cette comparaison, parce que le 1er mai 2002, vous vous en souvenez, on était à 4 jours de ce deuxième tour. Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, il y avait 2 millions de Français dans la rue. Oui. Une mobilisation incroyable. Oui. Et là, maintenant, c'est comme si le levier était cassé. Ben, c'est exactement pour ça que je vous dis que jamais le choix n'a été aussi crucial. Jamais dans l'histoire, on ne s'est trouvé aussi près et de manière aussi éclatante, parce que maintenant on voit, hélas, le drame ukrainien fait qu'on voit très bien les menaces qui pèsent sur l'Europe, on voit très bien
ce que Poutine porte, et on n'oublie pas que Madame Le Pen, tout le temps, a dit « ma politique, c'est Trump et Poutine ». Oui, sauf qu'on a quand même tendance à l'oublier un peu. En tout cas, certains Français, et beaucoup même, il y a beaucoup qui doutent du danger que représenterait véritablement Marine Le Pen pour la démocratie. Je ne sais pas si vous avez écouté Michel Onfray ce matin sur BFM TV. On va l'écouter ensemble. Elle a quand même beaucoup changé, il me semble. Je trouve étonnant qu'on puisse faire porter les péchés du père sur la fille. Je pense qu'il y a une espèce d'extraterritorialité. Tous les partis politiques ont changé, sauf celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Elle a quand même dit que la Shoah, c'était la plus grande catastrophe du XXe siècle. C'est quand même pas la même chose que le père qui parlait du rafour crématoire, du détail, qui parlait même de la fournée en parlant de Patrick Bruel. J'écoute ce que les gens disent et je regarde ce qu'ils font. Je me dis effectivement qu'on n'est pas sur le même terrain. On n'est pas sur le même terrain, François Bayrou, quand on écoute Michel Onfray. Ça vous énerve ? Pas du tout. Pendant longtemps, j'ai écouté Michel Onfray. Et je trouvais que c'était pas mal. Mais qu'un philosophe, ou se présentant comme tel, soit capable de dire que c'est pas du tout la même chose, alors que vous vous trouvez dans une situation où vous avez... pour la première fois dans l'histoire, depuis 3/4 de siècle, ou depuis 80 ans, l'agression délibérée d'un pays puissamment armé contre son voisin qui n'avait jamais présenté ni la moindre menace, ni le moindre accroc, ni la moindre phrase, ni rien. Comment est-ce possible d'être aveugle à ce point ? Quand Marine Le Pen dit, récemment, le 31 mars, je crois, quand elle dit il faudra que Poutine soit notre allié, et quand elle esquisse l'idée qu'il faut sortir du commandement de l'OTAN pour se rapprocher de Poutine. Alors, de quoi un philosophe peut-il considérer qu'il y a eu sur ce point évolution favorable, évolution positive ? Alors disons que je ne suis pas du tout philosophe, mais que, en tout cas, je crois qu'on devrait tous savoir repérer les signes de ce qui est le plus dangereux pour un ensemble démocratique comme le nôtre, pour un pays démocratique comme le nôtre et pour un ensemble démocratique comme le nôtre. Alors, cet entre-deux-tours consacre le succès du troisième homme de cette élection. Il sera d'ailleurs en majesté tout à l'heure sur BFM TV. Il n'a pas pris la parole depuis le soir du premier tour. Je vais bien sûr parler de Jean-Luc Mélenchon. Et alors, ce qui est frappant, c'est que Marine Le Pen, comme Emmanuel Macron, font mouvement pour essayer de séduire ses électeurs, et notamment sur le voile. Vous les avez entendus l'un comme l'autre. Marine Le Pen a dit qu'elle ciblait l'uniforme islamiste, mais sans viser celle qu'il portait. Emmanuel Macron a fait carrément une opération séduction devant une femme voilée féministe la semaine dernière à Strasbourg. Au fond, c'est une forme de danse des 7 voiles. Est-ce que ça ne vous inquiète pas ? C'est une blague. Qu'est-ce qui est une blague, François Bayrou ? Marine Le Pen, il y a 5 jours, je crois que c'était chez Apolline de Malherbe, a dit textuellement que l'interdiction de ce qu'elle appelle le voile, c'est pas un voile, c'est un foulard, ça n'a rien à voir. Le voile est interdit en France depuis presque 20 ans. Elle dit c'est absolument essentiel. Je crois que c'est l'adjectif qu'elle a utilisé. Et ensuite elle rétropédale. Non. Ça c'était il y a 5 jours. Je ne peux pas considérer qu'il y ait des rétropédalages. Elle dit dans une émission de grande écoute, elle dit ça. Ensuite, elle a dit qu'il ne fallait pas être obtus sur ce sujet. Elle a dit ça devant des micros samedi ou dimanche. Donc, si vous voulez, vous voyez bien on voit qu'il y a des mouvements, en tout cas. Mais je n'excuse pas l'intention initiale parce qu'il y a des rétropédalages. De quoi encore une fois, c'est une question de civilisation. Mais ça veut dire que Mélenchon est au cœur de cet entre-deux-tours. Oui. Moi, je ne crois pas. Vous ne croyez pas ça ? Non, je ne crois pas à la segmentation de l'électorat. Je crois qu'on s'adresse aux Français dans leur ensemble. Donc c'est pas en faisant les yeux doux aux mélenchonistes ? Non, parce que les gens ont voté Mélenchon, beaucoup d'électeurs ont voté Mélenchon, et dans un élan remarquable les derniers jours, beaucoup d'électeurs ont voté Mélenchon parce qu'ils estimaient que c'était le seul moyen d'avoir une présence
de gauche, avec les guillemets, comme on dit, dans cette élection et peut-être au deuxième tour de l'élection. Et puis, donc simplement, toute opération séduction ne me paraît pas au moins efficace. Je pense qu'il faut s'adresser aux citoyens. Mais est-ce que ça, vous le dites à Emmanuel Macron? Parce que lui, les opérations séduction, on le voit... Je vous dis, je ne sais pas ce que je dis. J'ai une amnésie. Parce que des opérations séduction, donc à l'attention, notamment des écolos, il en fait, Emmanuel Macron. Il y a consacré carrément l'intégralité de son discours. Excusez-moi, c'est pas la même chose. Samedi, à Marseille. C'est pas la même chose. L'écologie, il faut faire une séduction. C'est pas les écolos. L'écologie... Il n'a jamais été aussi écolo que samedi dernier. Non, oui, enfin, il a quand même fait beaucoup de choses sur ce sujet. Les écolos, comme vous dites, c'est un courant d'opinion. L'écologie, c'est un grand problème pour le monde, pour beaucoup de conscience. Et c'est un problème qui nécessite, écoutez, le choix qui a été fait sur l'énergie, de produire de l'électricité sans émettre de carbone, c'est pas un choix pour les écolos. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça les aurait attirés. Mais ça peut attirer quelques électeurs de Mélenchon qui ne se trouvent pas représentés dans ce... Je ne veux pas mettre sur le même plan l'accessoire et l'essentiel. Le badin et le réel. On a besoin de prendre la mesure de cette question dont les scientifiques disent et répètent qu'elle est absolument essentielle. L'humanité a besoin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et singulièrement de CO2, de gaz carbonique. C'est un devoir d'humain. Oui, mais ça, c'est une prise de conscience. François Bayrou, elle aurait pu être faite politiquement il y a déjà 5 ans et pendant les 5 années qui viennent de s'écouler. Elle a été faite, et je suis bien placé pour en parler. La relance du projet électronucléaire de la France, c'est la réponse, et en même temps les renouvelables. Et en même temps. Qui sont... Mais vous ne pouvez pas... on peut s'arrêter 1 minute, 2 phrases. Mais oui. Vous ne pouvez pas développer le renouvelable, qui est par nature une énergie intermittente. Il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours du soleil. Vous ne pouvez pas développer le renouvelable si vous n'avez pas à côté une source d'énergie stable qu'on appelle pilotable. Vous pouvez en ajouter ou en enlever. La seule source d'énergie pilotable qui n'émette pas de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire. C'est le nucléaire. Mais voilà. Et c'est pourquoi le nucléaire va se développer dans tous les pays du monde dans les années qui viennent, de manière à peu près immanquable. Et de surcroît, c'est un secteur dans lequel nous avons une capacité, une technicité. C'est un atout pour la France. Alors, au moins, considérons que ça n'est pas par opportunité qu'il traite ce genre de sujet. Est-ce que ça montre quand même que Mélenchon a un petit peu gagné ce premier tour? Non, mais il a fait une bonne performance. Après, je suis bien placé pour savoir que les troisièmes hommes, ils marquent des points, on les cultive pendant l'entre-deux tours, et après, c'est moins facile qu'on ne croit. Alors, la recomposition de la majorité macroniste. Maintenant, j'aimerais savoir si vous y comprenez quelque chose, vous, François Bayrou. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'a déclaré Édouard Philippe ce matin dans le Figaro. Il a rappelé qu'en 2002, il avait été l'un des artisans de la création de l'UMP. Et il vous a cité. Il a dit, François Bayrou disait, si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons rien. Il est, a-t-il précisé, toujours important d'avoir en tête les grands auteurs. Au-delà du persiflage, ça vous inspire quoi? Le persiflage, c'est le sien, à lui, Édouard Philippe, à votre endroit. Je pense qu'il a absolument raison, non pas sur les grands auteurs. On peut être des auteurs respectables, sans être cités parmi les grands auteurs. Mais je suis absolument sûr que cette phrase, qui a marqué un tournant, vous vous en souvenez, était juste. Et donc ça veut dire qu'il faut et d'ailleurs, il faut donc pas une majorité d'un seul bloc. Non, il faut 2 choses. Il faut de l'unité, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on puisse même avoir un sourire les uns à l'égard des autres, comme il a fait. Il faut qu'on parle ensemble, mais il faut accepter ou protéger la diversité. Parce que je ne crois pas qu'un seul bloc, un seul groupe central opposé aux 2 extrêmes, ça soit quelque chose de sain. Vous allez finir par être d'accord, Édouard Philippe et vous. Ça a mal commencé le quinquennat, Et peut-être sera-t-il d'accord avec moi, comme ce que vous avez décrit et cité.
Alors Emmanuel Macron, lui, il vous bichonne, y compris publiquement. On va regarder ce qu'il a dit lors de son seul meeting d'avant le premier tour. C'était le 3 avril à l'Arena. Nos gouvernements se sont nourris de talents venant de tous horizons. Et nous avons continué de dépasser. Et je sais combien, cher Richard, cher François, cher Stanislas, cher Christophe, vous, tant d'autres, soldats de la première heure, vous avez considéré que ce dépassement était important. Je veux de manière transpartisane que nous puissions conduire ensemble, dans les 5 ans qui viennent, une réforme institutionnelle qui s'impose, laquelle donnera justement une plus grande place à toutes les sensibilités politiques, à tous les courants philosophiques dans notre Assemblée. Je sais, cher François, que c'est le combat d'une vie, et donc je ne l'abandonnerai pas. Il ne pouvait pas vous faire plus plaisir. C'est pas de l'ordre du plaisir. Mais disons, vous satisfaire politiquement. Ça n'est pas là que je mets le plaisir. Alors, vous mettez le plaisir où vous voulez, mais c'est une satisfaction politique. Non, c'est l'aboutissement d'une réflexion logique et d'un engagement déterminé. En ce qui vous concerne, ça. En ce qui me concerne. Pas, en ce qui le concerne, moi. C'est un aboutissement, au moins pour lui. Et j'espère que nous pourrons aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez la société française aujourd'hui? Elle est explosée en préférences différentes, en mouvements différents, en blocs différents, en philosophies différentes et opposées entre elles. On a connu les Gilets jaunes. C'était une manifestation incroyable. Pour moi, la fracture la plus importante, c'est la fracture entre la base de notre pyramide sociale et le prétendu sommet. Où sont les politiques, où vous êtes, les médias, et tant d'autres. Maintenant, il y a aussi les scientifiques et les médecins. Tout le monde est dans le même bain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont en bas. Comment peut-on faire pour réparer, pour cicatriser? Il faut respecter les sensibilités différentes et garantir que chacune peut être représentée. Nos institutions sont rejetées parce qu'elles sont coupées de ces sensibilités-là et de l'expression des Français. Il faut donc le refaire. Et aujourd'hui, je ne connais personne qui soit contre ce grand mouvement. Le seul mouvement politique qui était contre, c'était LR. Mais je vous assure, comprenez-moi sans que j'aille plus loin, qu'aujourd'hui, il signerait volontiers pour qu'on ait fait ça au moment où il s'y opposait. Nicolas Domenach, bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'étais ému aussi par l'hommage que vous a rendu Emmanuel Macron et exaspéré. Exaspéré parce qu'il n'a pas fait la proportionnelle pendant les 5 ans quand il pouvait. Et il y a 6 mois encore, quand je le voyais et que je disputais avec lui sur ce sujet, il me disait je ne suis pas favorable. Hein. Bon, alors, comment on va prendre cet engagement cette fois? Bon, c'est très simple. J'avais adressé il y a plus d'1 an une lettre que j'avais fait co-signer par quasiment tous les responsables de tous les mouvements politiques. De l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême droite, et à toutes les sensibilités du centre et aux écologistes. Et même, vous vous en souvenez, des socialistes majeurs comme François Rebsamen, et même des LR majeurs comme Gérard Longuet. Ils avaient tous signé ce mouvement-là. Alors, à l'époque, on n'en a pas suffisamment tenu compte, on n'est pas allé au bout de cet appel. Mais aujourd'hui, comment vous voulez faire autrement? Et donc, ce qu'a annoncé le président de la République, c'est très simple, c'est une grande réflexion transpartisane où on va pouvoir traiter cette question et une autre. Et après, soit les assemblées tranchent, soit le peuple tranche. Et pour ma part, j'ai toujours pensé, à tort ou à raison, que c'était une question qui ne serait définitivement et justement tranchée que par le choix des Français. C'est-à-dire un référendum, vous voulez Oui. dire. D'accord. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de vous retrouver tous, de travailler ensemble, et même de se sourire les uns aux autres. J'ai cru voir un demi-sourire avec Édouard Philippe. Mais alors, si Sarkozy venait en plus, le sourire serait épanoui ou je serais au quart de sourire? Honnêtement, j'ai jamais discuté avec Nicolas Sarkozy de ce sujet.
Parce que pendant longtemps, on n'a pas abordé de sujets politiques comme ça. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy veut faire partie de la majorité ou si ses amis veulent faire partie de la majorité. Mais disons, si on prend aujourd'hui le périmètre de la majorité comme elle est, vous voyez bien que ça va du centre-gauche au centre-droit assez à droite. On peut avoir une organisation qui soit une organisation souple, unitaire, mais souple. J'ai été secrétaire général de l'UDF et président de l'UDF dans ma vie. Donc j'ai une petite expérience de tout ça. Je sais que ça peut marcher si on est déterminé à ne pas se servir de cette organisation pour des avantages personnels, pour préparer des avantages personnels, pour éviter les guerres de clans. Et si j'ai mon mot à dire sur cette histoire, on ne sait jamais. C'est jamais. Je prendrai toutes les précautions nécessaires pour qu'on accepte la diversité des sensibilités et qu'on écarte les guerres de clans. Dernière toute petite question, toute petite ça veut dire réponse, que François j'ai Bayrou. trouvé ses compagnons d'aventure trop optimistes, à quelques jours, trop dire ça y est, on a été bon et là on va gagner. Il reste peu de secondes, pardon, mais non, tout optimisme dans cette période est déplacé. Une élection présidentielle, jusqu'à la dernière minute, les choses peuvent basculer. Parce que c'est comme ça, au moment dramatique où le peuple choisit son destin, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Eh bien, merci François Bayrou d'avoir été avec nous. Merci Nicolas Domnac. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la conversation avec nos décrypteurs, l'écrivain Abnouch Chalmani et le rédacteur en chef politique du JDD, David Revaud-Dallon. À tout de suite.